Les armes occidentales et même américaines sont désormais utilisées pour frapper le territoire russe. Si vous suivez ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, vous savez que c'est forcément une nouveauté, car jusqu'à présent, il y avait pour consigne de ne pas frapper le territoire russe avec de l'armement fourni par les Occidentaux. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, d'essayer de regarder d'un point de vue historique s'il y a des précédents et s'il est normal qu'un pays qui fournisse du matériel puisse être lié à l'effet militaire de ce matériel contre l'adversaire de son proxy. Ensuite, nous essayons de regarder un petit peu plus dans le détail les scalps, les HIMARS, qui les préparent, qui les mettent vraiment en œuvre. Et pour terminer, nous nous interrogerons sur le ratio bénéfice-risque alors que les États-Unis ont annoncé qu'il est désormais possible de frapper le territoire russe pour la défense de la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, située à 32 km de la Russie. Juste avant d'attaquer la vidéo, je vous rappelle qu'il est important pour vous de diversifier vos sources et de toujours garder un œil critique sur ce que l'on trouve sur Internet. Et c'est pour ça que l'on vous présente également notre partenaire du jour, à savoir France Vérif. Et bien comme vous le savez, la guerre n'est plus cantonnée au Moyen-Orient ou aux frontières de l'Europe. Et alors que la guerre hybride est en train de faire rage, il y a bien plus de Français touchés qu'on ne le croit. C'est notamment vrai sur Internet où un Français sur deux a été piraté en 2023. Vous avez 35 fois plus de chances d'être victime sur la toile que d'un cambriolage. Mais le danger sur Internet est aussi présent sous la forme de SMS, de fausses cartes vitales ou de colis bloqués à la poste ou par Chronopost. Mais un wingman est disponible pour vous. France Vérif. Leur état final recherché, combattre la cybercriminalité. Comment? En fournissant une surveillance et un blocage de toutes les menaces qui vous guettent. Ainsi, ils vont vous aider à naviguer sur Internet et à préserver vos données bancaires et vos mots de passe. Et le plus gros, avec votre abonnement, vous pouvez également protéger vos proches. Qui n'a jamais eu sa belle-mère qui a cliqué sur un mauvais lien ou s'est fait arnaquer par un SMS? Alors France Vérif vous propose une checklist très simple pour surfer en toute sécurité. En 1, vous les testez et vous pouvez même utiliser notre coupon. En 2, vous activez le bouclier numérique. C'est une sorte d'Iron Dome version tech française. En 3, vous protégez votre vie privée et celle de vos proches. Car pour l'avoir vécu l'année dernière, le dépôt de plainte pour vol sur le net, c'est pas une situation d'avenir. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous en commentaire et surfer tranquillement toute l'année. Jingle. Vous en avez déjà entendu parler, 12 pays, dont le Canada, la Finlande, le Royaume-Uni, puissance nucléaire, les Pays-Bas, la France, puissance nucléaire, la Lettonie, la Suède et plus récemment les États-Unis, grosse puissance nucléaire, ont autorisé l'utilisation plus ou moins cadrée dans le cas des États-Unis, beaucoup moins cadrée dans le cas des pays européens, de leur livraison d'armes sur la Russie. Et là, la grande question que vous posez peut-être, c'est est-ce que cela fait de ces nations des combattants directement engagés, des nations en combat directement engagées contre la Russie? Eh bien, je vous propose que l'on regarde un petit peu des cas similaires dans l'histoire. On va commencer avec l'armée irakienne de Saddam, équipée d'AK-47, de toute la panoplie soviétique, du T-72, du T-55, ils avaient même du BMP, de l'Alouette 3, c'est français, du Puma, de la Gazelle, toujours français, du Mirage F1, du Falcon 50, même du Super Étendard. Et spoiler alerte, les pilotes de Saddam Hussein, devinez qui les a formés? Leurs pilotes de chasse ont été formés en partie par l'armée française. Mon père a même dû participer à ça. Et si vous vous dites, c'est incroyable, une nation qui forme un pays contre qui on fait la guerre derrière, eh ben, personne ne nous en a voulu. Et la Libye, même combat pour la Libye de Kadhafi. Je vous rappelle qu'ils avaient des Mirage F1, qu'ils avaient également des MiG, ils ont été formés, entraînés par les Soviétiques, ils ont été formés, entraînés également par des Français. Et encore une fois, personne n'a jamais estimé que les Français étaient responsables des combats qui ont eu lieu de la part de l'armée irakienne, de la part de l'armée libyenne, et les Américains n'étaient pas en reste lors de la guerre Irak
Iran. Les Américains ont livré même des hélicoptères, des Bell aux Irakiens et leur ont même fourni des images satellites pour frapper l'Iran. Et toujours dans ces années 80, vous avez forcément l'exemple de la guerre des Malouines, où les Britanniques se font attaquer par les Argentins en dehors de la zone de couverture de l'OTAN, car je vous rappelle que si demain nous sommes attaqués en Nouvelle-Calédonie, l'OTAN ne bougera pas, ce n'est pas dans la sphère géographique du traité de l'Atlantique Nord. Et alors que les Britanniques sont attaqués aux Malouines, la France est en train de vendre des super-étendards, avions d'attaque contre les navires et des missiles Exocet. Nous allons donc arrêter de les former, repartir, mais en laissant les manuels. Manuels que les Argentins vont réussir à lire, qui va leur permettre d'attaquer la flotte britannique et ils vont couler le Sheffield, tuant des Britanniques. Et pour la petite histoire, alors que la flotte britannique quittait le Royaume-Uni pour descendre vers le sud, c'est les marins, avec leurs super-étendards de la Marine nationale française, qui ont entraîné les Britanniques à faire face aux super-étendards. Donc d'un côté, nous avons équipé et formé, puis arrêté la formation lors du début de la guerre, suite à des pressions politiques, les Argentins. De l'autre, nous avons entraîné les Britanniques. Personne nous en a jamais voulu. Mais si on remonte encore plus en arrière, vous avez le Vietnam, avec Mao, qui dès 1962 fournit 90 000 armes légères, et ensuite ils vont fournir énormément de systèmes antiaériens. Certaines sources évoquent même que les systèmes antiaériens chinois sont responsables de 38% des pertes américaines. Et je vous rappelle que les Américains ont perdu, accrochez-vous bien, si vous pensez qu'il y a eu beaucoup de pertes en Russie, 10 000 aéronefs lors de la guerre du Vietnam. En Corée, même combat, et là ce coup-ci, eh bien c'est les soviets directement dans les avions avec les fameux MiG-15. Vous avez même des as de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouvent envoyés en Corée, et vous avez, d'après les sources soviétiques, 335 MiG-15 soviets qui vont être perdus, 224 MiG-15 chinois et seulement 100 MiG nord-coréens. Donc sur 659 MiG-15 perdus, il n'y en a qu'une centaine qui appartient à l'armée nord-coréenne. Tout le reste, eh ben, c'était directement engagé des Chinois et des Soviétiques. En face, officiellement, les Nations Unies vous disent qu'ils ont perdu que 139 avions à cause des MiG, mais quand on commence à creuser un peu les chiffres, on se rend compte qu'il y a plutôt eu aux alentours de 1000 avions qui ont été perdus, et notamment environ 400 de disparus. Bref, toujours garder un œil critique sur les chiffres d'un côté comme de l'autre. Si vous voulez qu'on revienne à une période un peu plus proche, rappelez-vous l'Afghanistan au moment où les Soviétiques s'y battaient. Rambo, ça vous dit quelque chose? C'était pas ma guerre! Bah, c'était là-bas, vous aviez les Stingers fournis par les Américains, qui ont fait énormément de pertes chez les Soviétiques. Est-ce que les Soviétiques ont fait la guerre directement aux Américains qui équipaient les talibans? Absolument pas. De plus, lors de la guerre du Vietnam, il y avait certaines zones à ne pas frapper de peur de faire des pertes chez les Soviets ou chez les Chinois. Bref, ce n'est pas nouveau et dans l'histoire, vous n'avez pas eu conflit direct parce qu'il y avait des observateurs, des mercenaires, des conseillers ou même des unités régulières sans leur uniforme officiel qui étaient engagés. À l'inverse, vous pouvez avoir du contrôle du matériel dans certains cas. Par exemple, il y a quelques années, si ça vous intéresse, dites-le nous, on fera une vidéo sur la chaîne, il y a eu des tensions entre les Pakistanais et les Indiens. Et des F-16 pakistanais auraient été utilisés pour frapper le territoire indien en réponse à des frappes dans la région du Cachemire. D'ailleurs, un MiG indien a même été abattu en territoire pakistanais et le pilote avait commencé à être lynché par la population. Il a été sauvé par l'armée pakistanaise puis rendu à l'Inde quelques jours plus tard. Toujours est-il, derrière, les Indiens ont dit qu'ils avaient abattu un F-16. Les Américains sont allés recompter leur F-16 et ont fait une petite lettre de réprimande aux Pakistanais en leur disant que leur F-16 n'avait pas à être déployé sur ces FOB, ces Forward Operating Base, ces bases avancées face à l'Inde. Que les F-16 pakistanais n'avaient pas le droit d'être utilisés face à l'Inde. Il y a le document qui existe. Allez, on vous prépare une vidéo sur le sujet. Ça montre bien que vous pouvez quand même essayer de garder du contrôle sur votre matériel dans certains cas. Alors maintenant, vous allez me dire, du coup, où est le problème? Mais en fait, la seule vraie question à se poser est qui appuie sur le bouton? Et certains iront plus loin. On a par exemple entendu le porte-parole russe sur BFM pas plus tard qu'avant-hier dire « Nous savons que les Ukrainiens font leur ciblage grâce aux informations satellites et grâce aux préparateurs de missions occidentaux. » C'est un secret de polichinelle. Mais la vraie question est qui appuie sur le bouton. Ça change d'une manière très dangereuse le paradigme de la guerre parce que nous savons très bien comment s'effectue l'utilisation des missiles à longue portée fournis en Ukraine par l'Occident, y compris par la France.
L'Ukrainien, en principe, là, ils sont pour rien. Ces missiles-là ne peuvent pas être utilisés sans les moyens du renseignement satellitaire. Les Ukrainiens n'ont pas ces capacités-là, c'est les pays de l'OTAN qui les ont. Puis, en ce qui concerne le ciblage et la programmation du plan de vol, c'est les pays de l'OTAN, les propriétaires de ces missiles qui le font. Alors, en principe, vous voyez le lien, vous voyez la logique. C'est pratiquement comme si la France ciblait directement avec leurs missiles. Vous dites que c'est une question tellement importante qu'aux États-Unis, les opérateurs de drones, vous avez différentes qualifications et pour pouvoir ouvrir le feu, il faut un officier. Et vous avez certaines fonctions, certains officiers tireurs qui vont de poste de contrôle à poste de contrôle uniquement pour ouvrir le feu. Les non-officiers et les opérateurs préparent tout, l'officier vient, vérifie tout, fait la frappe, passe au drone d'à côté et ainsi de suite. Car ce qui compte, c'est qui appuie sur le bouton, pas qui prépare la frappe. À partir de là, les scalps sont montés sur Sukhoi 24 et ils sont donc mis à feu par un pilote ukrainien qui prépare le missile, qui donne les informations satellitaires. Et j'ai envie de vous dire que dans 2000 ans d'histoire, je suis d'accord, hein, à l'époque de Jules César, ils n'avaient pas les images satellites. Mon discours te fait rire, détritus? Non, César, bien sûr que non. Nous nous sommes toujours intéressés à qui presse la détente, qui a le glaive en main et non pas qui à affûter l'arme. Maintenant, est-ce que c'est jouer un petit peu avec les limites, avec le domaine de vol? Absolument. Mais comme le sait tout pilote de chasse, nous ne sommes pas des pilotes de ligne. Quand vous allez au combat, vous ne pouvez pas rester dans votre enveloppe de vol. Et si vous voulez accompagner quelqu'un pour qu'il grandisse, pour qu'il y ait du résultat de la performance, il va falloir aller un petit peu aux limites du domaine de vol. À partir de là, et comme toujours, c'est une équation bénéfice-risque. Avec la ville de Kharkiv à 32 km de la frontière russe, on comprend tout à fait cette volonté occidentale de pousser. Après, les Américains ont quand même clairement la tête beaucoup plus froide dans leur discours que la plupart des nations européennes. Américains qui annoncent qu'ils veulent contraindre les Ukrainiens à limiter leurs envois pour la protection de la ville de Kharkiv et donc dans cette zone spécifique. Car le vrai risque d'escalade résiderait dans des erreurs de ciblage, dans des missiles occidentaux préparés sur base du renseignement occidental, voire par des préparateurs de missions occidentaux qui iraient taper des cibles non légitimes ou non militaires. Et là, les nations qui ont fourni l'armement et l'ont préparé se retrouvaient dans une posture assez peu confortable. Mais n'oublions pas de préciser que de l'autre côté de la frontière, vous avez justement Belgorod. Belgorod dont on a souvent parlé sur cette chaîne, car les Ukrainiens ont souvent frappé Belgorod, que ce soit, rappelez-vous, avec des raids d'hélicoptères ou en faisant du bombardement. C'est une ville russe qui, elle aussi, connaît la guerre. Et le narratif russe actuellement en place est que ces assauts sur Kharkiv visent à sanctuariser cette grande ville russe proche de la frontière ukrainienne. Donc en définitive, on a vu que la livraison d'armes, la participation de formateurs ou d'opérateurs, cela a toujours existé. D'ailleurs, au Vietnam, il y aurait eu jusqu'à 3000 conseillers soviétiques, dont 16 seraient décédés. Ce n'a pas amené de conflit entre les nations dotées. Néanmoins, à cette époque-là, la vitesse de la communication et la manière dont les pays communiquaient étaient absolument différentes. La guerre hybride n'avait pas la même forme. Mais en vérité, le sujet de cette autorisation de taper en Ukraine est presque secondaire à côté du gros sujet de cette semaine et nous attendons tous les déclarations du président de la République le 6 juin. Car si dans les exemples que j'ai cités, il y avait présence de formateurs, de conseillers, cela ne s'est jamais annoncé. Et il semblerait qu'en 2024, nos dirigeants, dont l'expérience militaire est inexistante, aient décidé d'inventer un nouveau concept que nous allons traiter vendredi matin sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite. Et d'ici là, fly safe. Vous savez qui héritera de la Terre? Les marchands d'armes. Parce que les autres sont trop occupés à s'entretuer. C'est ça le secret de la survie. Ne jamais faire la guerre. Surtout pas contre soi-même.